Bonjour à tous, place dans un instant à la dernière ligne droite sur la commission mixte paritaire sur le logement, puisque les sénateurs vont débattre des conclusions de cette commission mixte paritaire en séance. Ce projet de loi sur le logement, je vous le rappelle, met en place l'encadrement des loyers en zone tendue, mais aussi la garantie universelle des loyers. En commission mixte paritaire, sénateurs et députés ont notamment débattu d'un point essentiel, la mise en place des plans locaux d'urbanisme intercommunaux. Un sujet très sensible pour les élus locaux, notamment les maires ruraux qui estimaient qu'on leur prenait là l'une de leurs compétences en matière d'urbanisme. Finalement, sénateurs et députés sont parvenus à un accord puisqu'ils ont instauré une minorité de blocage. Si un quart des communes représentant 20% de la population n'est pas d'accord pour passer à ces plans locaux d'urbanisme intercommunaux, il n'y aura pas de transfert de compétences. Tout de suite donc, on va se rendre dans l'hémicycle pour voir ce qu'en dit le Sénat. Je vous rappelle que l'Assemblée nationale hier a adopté ce texte à une très large majorité. L'ordre du jour appelle l'examen des conclusions de la commission mixte paritaire chargée d'élaborer un texte sur les dispositions restant en discussion du projet de loi pour l'accès au logement et un urbanisme rénové. Dans la discussion générale, la parole est à Monsieur Claude Dillain, co-rapporteur pour le Sénat de la commission mixte paritaire. Il n'y a pas d'amendement, il n'y a rien là. Monsieur le Président, Madame la Ministre, Monsieur le Président de la Commission, mes chers collègues, le parcours législatif du projet de loi pour l'accès au logement et un urbanisme rénové touche aujourd'hui à sa fin. Après l'adoption du projet de loi en deuxième lecture par le Sénat le 31 janvier dernier, la commission mixte paritaire s'est réunie le 11 février à l'Assemblée nationale et a abouti à un accord entre les deux chambres. La réussite de la CMP est l'illustration du soutien appuyé du Parlement, Madame la Ministre, mes chers collègues, à ce projet de loi ambitieux qui vise à apporter des réponses à la crise du logement subie par nos concitoyens. En instituant un dispositif d'encadrement des loyers, en créant la garantie universelle des loyers, en réformant les professions immobilières, en renforçant la lutte contre l'habitat indigne et contre les marchands de sommeil, en proposant des mesures ambitieuses pour la prévention et le traitement des copropriétés privées, en réformant les procédures d'attribution du logement social, en réformant la gouvernance d'Action Logement, en modernisant des procédures d'urbanisme, et je laisserai le président Raoul en parler. On ne peut que saluer l'engagement du gouvernement et votre mobilisation, Madame la Ministre, à apporter des réponses appropriées sur tous les fronts à la crise du logement. Et j'en profite pour renouveler mes remerciements à votre attention, Madame la Ministre, à vos collaborateurs du cabinet et de l'administration avec qui nous avons pu travailler dans les meilleures conditions d'efficacité. Pour ce qui concerne les titres 1er et 2 dont j'avais la charge, je souhaite souligner que sur 104 articles, seule une trentaine restait en discussion avant la CMP. Cela montre la large convergence de vues entre notre Haute Assemblée et nos collègues députés sur ces dispositions. Je tiens d'ailleurs, à nouveau, à saluer mon collègue rapporteur Daniel Goldberg, avec qui j'ai constamment échangé tout au long de la discussion de ce projet de loi. Je pense que nos échanges ont contribué à rapprocher les points de vue et à assurer une compréhension mutuelle des positions exprimées par les députés et par notre Assemblée. S'agissant des titres 1er et 2 du projet de loi, la commission mixte paritaire n'a apporté que des ajustements au texte adopté par le Sénat en deuxième lecture. Elle a ainsi adopté des amendements rédactionnels, des amendements de précision ou encore des amendements de coordination avec la loi du 27 janvier 2014 de modernisation de l'action publique et d'affirmation des métropoles. Je souhaite relever plusieurs modifications de fond intervenues à l'occasion de la CMP. À l'article 1er bis, la CMP a précisé que pour être co-titulaire du bail, 2 personnes pacsées doivent en faire la demande conjointe, précision qui répond d'ailleurs à une préoccupation exprimée en deuxième lecture par notre collègue René Van Dierendonck, rapporteur pour avis
de la commission des lois. À l'article 4, la CMP a poursuivi l'alignement des règles applicables aux logements meublés sur celles applicables aux logements nus en matière de congés. Les dispositions prévoyant une sanction pénale en cas de congé frauduleux ont donc été étendues aux logements meublés. À l'article 6 ter, la CMP est revenue sur une disposition introduite par notre Haute Assemblée en permettant une dérogation au régime d'autorisation préalable au changement d'usage pour les meublés touristiques, estimant que cette disposition allait à l'encontre de la libre administration des collectivités territoriales. À l'article 8, qui institue la garantie universelle de loyer, la CMP a précisé une disposition issue d'un amendement de Mireille Schurch et du groupe CRC, adopté par le Sénat en deuxième lecture, prévoyant que l'agence de la GUL pourrait ne pas exercer ses droits à l'égard d'un locataire en situation d'impayé. Le texte issu des travaux de la CMP permet à l'agence d'exercer uniquement une partie de ses droits, ce qui peut paraître plus favorable aux locataires en situation d'impayé. Je tiens cependant à souligner que l'agence de la GUL ne sera aucunement contrainte de renoncer à exercer ses droits et qu'ainsi cette disposition ne constitue pas un encouragement à ne pas payer ses loyers. À l'article 28, la CMP a introduit une disposition issue d'un amendement que le président Mézard avait déposé en deuxième lecture et retiré à la demande du gouvernement. Cette disposition porte sur le droit d'agir en justice des associations syndicales libres, les ASL. Après analyse approfondie, il est apparu que la proposition du président Mézard était pertinente et permettait de répondre à une jurisprudence incertaine sur le sujet. C'est pourquoi la CMP a repris cette proposition. Enfin, à l'article 41, la CMP a prévu que, dans le cadre de la métropole du Grand Paris, le président de la métropole pourrait déléguer ses compétences en matière d'habitat insalubre au président du conseil de territoire. Comme vous le voyez, Monsieur le Président, mes chers collègues, les principales modifications effectuées par la CMP ne remettent en rien en cause le projet de loi tel qu'adopté par le Sénat à la fin du mois de janvier. Au terme de l'examen du projet de loi, je souhaite souligner l'apport de notre Haute Assemblée. Une fois de plus, le Sénat a fait preuve de la sagesse et de la qualité de ses réflexions. Je pense bien entendu avant tout à la garantie universelle des loyers, à l'initiative du président Daniel Raoult. La Commission des affaires économiques a, à l'occasion de la première lecture, mis en place un groupe de travail sur ce sujet, jugeant que le dispositif était pour le moins perfectible. Ce groupe a travaillé sous la présidence de Daniel Raoult et notre collègue, le président Jacques Mézard, rapporteur. Il a travaillé dans un esprit constructif et a permis de faire converger les points de vue. Je tiens d'ailleurs à saluer l'initiative du président Raoult et la qualité des propositions formulées par le président Mézard, ainsi que l'ensemble des membres du groupe de travail pour leur participation aux travaux. Ces propositions ont largement inspiré le dispositif présenté par le gouvernement à l'Assemblée nationale en deuxième lecture. Il combine une garantie socle universelle et une assurance complémentaire facultative, la garantie socle étant plafonnée au niveau du loyer de référence dans les zones tendues, avec un taux d'effort des locataires couverts pouvant atteindre jusqu'à 50%. Du fait des réserves constitutionnelles exprimées par la ministre, il n'a pas été possible de supprimer le cautionnement et rendre la GUL obligatoire, comme l'avait recommandé le groupe de travail. Pour autant, à l'initiative du président Mézard, le Sénat, à l'occasion de la deuxième lecture, a renforcé le caractère automatique de la garantie universelle de loyer. Au terme de cette coproduction législative, l'article 8 du projet de loi met donc en place un dispositif précis et solide qui répond à une attente et à des préoccupations qui se sont exprimées depuis de nombreuses années et sur tous les bancs de notre hémicycle, faciliter l'accès au parc privé en sécurisant les propriétaires. Enfin, je ne peux que me réjouir que ce projet de loi permette d'engager une grande réforme des copropriétés qui aura malheureusement moins fait parler d'elle que le titre 4 du projet de loi. Peut-être d'ailleurs parce que cette réforme, inspirée assez largement des conclusions des rapports de notre ancien collègue Dominique Braille, était consensuelle.
Je tiens, Madame la Ministre, à saluer votre détermination sur ce sujet extrêmement important et je me réjouis également que le projet de loi reprenne des mesures qui tiennent à cœur des acteurs des copropriétés dégradées et de la lutte contre l'habitat indigne et contre les marchands de sommeil, à l'exemple de l'interdiction pour un copropriétaire endetté vis-à-vis de la copropriété d'acheter de nouveaux lots. Le volet copropriété du projet de loi constitue une avancée très importante et attendue par les acteurs de terrain. La création du fonds de travaux, mesure phare du volet copropriété, constitue ainsi une mesure essentielle pour la prévention de la dégradation des copropriétés. Je me félicite également que le projet de loi ait permis d'avancer sur la question de l'assurance au sein des copropriétés, le Sénat ayant introduit à mon initiative une obligation d'assurance pour les copropriétaires et les syndicats de copropriété et les députés ayant utilement complété cette disposition, même s'il n'a pas été possible pour l'heure d'aller jusqu'au bout de la réflexion sur cette question. En conclusion, la Commission des affaires économiques vous invite bien entendu, Monsieur le Président, mes chers collègues, à approuver le texte issu des travaux de la CMP. Pour ce qui concerne les titres 1 et 2, ce texte est largement fidèle à la position exprimée par le Sénat en deuxième lecture et il comporte des dispositions volontaristes à même d'apporter des réponses à la crise du logement et même aux crises du logement que connaissent quotidiennement nos concitoyens. Et je vous remercie. Merci, mon cher collègue. La parole est à Monsieur Daniel Raoul, en remplaçant de Monsieur Claude Berry-Débat, co-rapporteur pour le Sénat de la Commission mixte paritaire. Monsieur le Président, vous avez la parole. Représentant de luxe, bien sûr. Bien, Monsieur le Président, Madame la Ministre, mes chers collègues, suppléant l'absence du rapporteur du texte, je vous présenterai donc les conclusions de la Commission mixte paritaire en ce qui concerne les titres 3 et 4 du projet de loi. S'agissant du titre 3 qui tend à améliorer la lisibilité et l'efficacité des politiques publiques du logement, 9 articles restaient en discussion sur lesquels la commission mixte paritaire a trouvé un accord en ayant le souci d'enrichir la palette des outils à la disposition des bailleurs sociaux et faciliter l'accès au logement social. Je me félicite ainsi à l'article 49 de la mise en place des conférences intercommunales du logement au niveau d'un EPCI, afin de définir des orientations communes et mutualiser les moyens, ou encore à l'article 52 de l'adoption des règles de rattachement d'un office public de l'habitat à un EPCI. Nous avons également intégré à ce stade du débat de nombreuses dispositions de coordination avec la loi sur les métropoles, notamment en ce qui concerne le Grand Paris et la métropole de Lyon. Je souligne également toute la richesse de l'article 49, tel qu'il ressort de nos travaux grâce à l'apport de notre Haute Assemblée. Les 3 familles de bailleurs sociaux disposent désormais d'une palette d'outils diversifiés et innovants qui vont leur permettre de mettre en œuvre des solutions adaptées pour construire ou gérer des logements sociaux. Cet article doit beaucoup d'ailleurs au travail de notre collègue Marie-Noëlle Lienemann, que je remercie de son apport. Le dispositif est en place. Il nous reste à le faire vivre pour accroître significativement la production de logements sociaux en location ou en accession, et c'est un défi majeur. Concernant le titre 4 qui vise à moderniser les documents de planification et d'urbanisme, il comportait le principal point de désaccord entre les 2 chambres, à savoir les conditions de transfert de la compétence PLU au niveau intercommunal. Comme vous le savez, les députés se sont finalement ralliés à l'analyse et à la position proposée et soutenue par notre Assemblée à 2 reprises. Dans le texte adopté par la CMP, la vocation de la compétence PLU à remonter au niveau intercommunal est clairement affirmée, mais le transfert effectif de la compétence ne se fera pas de façon contrainte. 3 ans après le vote de la loi et périodiquement à l'occasion de chaque renouvellement complet du Conseil communautaire, les communes qui n'ont pas encore opéré le transfert, qui ne souhaitent pas le réaliser immédiatement, pourront en effet décider de le reporter au rendez-vous suivant. Il suffira en effet qu'un quart des communes représentant au moins 20% de la population le décident pour qu'il en soit ainsi. Par ailleurs, la loi maintiendra une procédure de transfert volontaire à l'initiative des intercommunalités qui pourra intervenir à chaque instant, ce qui correspond à l'esprit de l'actuel article L.
5211-17 du Code général des collectivités. Les seuils de décision de cette nouvelle procédure volontaire de transfert spécifique à la compétence PLU ont évidemment été harmonisés avec ceux de la procédure précédente, à savoir 25% des communes représentant 20% de la population. Je tiens à souligner que par rapport au texte initial et aux versions votées par l'Assemblée nationale en première et deuxième lecture, le texte issu de la CMP témoigne de la force de conviction de notre Assemblée et de ses représentants à cette commission mixte paritaire et d'un réel effort des députés que je veux souligner pour prendre en compte le point de vue défendu par le Sénat. Concernant la question de l'urbanisme commercial, le rapporteur du Sénat a défendu sa position constante, celle de ne pas scinder l'examen de cette réforme importante entre deux textes. Une telle scission étant d'autant moins nécessaire que l'examen du projet de loi commerce a déjà commencé à l'Assemblée nationale. Remettre la réforme de l'urbanisme commercial à ce dernier texte n'était pas la remettre sine die et aurait permis de l'appréhender de manière plus cohérente. Je regrette que ce point de vue raisonnable n'ait pas prévalu en CMP, que les dispositions sur le volet commercial des SCOT aient été réintroduites. Nous avons tenu cependant à ce que, du point de vue de la Commission des affaires économiques du Sénat, et sans doute du Sénat dans son ensemble, les dispositions relatives à l'urbanisme commercial figurant dans le texte de projet de loi ALUR ne préemptent absolument pas le débat qui aura lieu dans la loi Pinel. L'ensemble du sujet sera remis à plat dans ce texte, quitte à réécrire, si nous l'estimons nécessaire, l'article L122-1-9 du Code de l'urbanisme tel qu'il sort de la loi ALUR. Pour le reste du titre 4, relativement peu de modifications de fond sont à signaler par rapport au texte voté par le Sénat en deuxième lecture. La CMP a rétabli la définition obligatoire des modalités de la collaboration entre les communes et les intercommunalités en amont de la procédure d'élaboration des PLU. Elle a aussi rétabli le caractère obligatoire de la réunion de la conférence des maires avant l'approbation finale du PLU intercommunal. C'est peut-être un formalisme nouveau pour quelques intercommunalités, mais je dois dire qu'elle est de pratique courante dans beaucoup d'entre elles. Et en tous les cas, pour le cas que je connais le mieux dans mon agglomération, cette conférence de maires tient lieu de bureau permanent. Et donc, ce n'est pas une lourdeur supplémentaire. La CMP a également rétabli une durée de 9 ans avant qu'il soit nécessaire de passer par une révision du PLU pour ouvrir à l'urbanisation une zone à urbaniser. Elle est parvenue à une rédaction de compromis sur la périodicité d'évaluation des PLU. Celle-ci aura lieu tous les 9 ans dans le cas général, mais seulement tous les 6 ans si le PLU intercommunal tient lieu de PLH. Elle a maintenu la possibilité d'autorisation de changement de destination des constructions situées en zone naturelle dès lors que ces constructions ont été identifiées par les PLU. Elle a, d'autre part, supprimé la notion de cause qui avait été réintroduite au Sénat en deuxième lecture contre l'avis de notre commission et du gouvernement. Elle a décidé que la superposition des EPF d'État avec des EPF locaux serait soumise à l'accord des EPCI à fiscalité propre et des communes pour les EPF locaux créés avant le 26 juillet 2013. Elle a soumis au droit commun de la préemption et donc à l'obligation d'une déclaration d'intention d'aliéner la cession minoritaire de parts de SCI dès lors que cette cession fait de l'acquéreur l'associé majoritaire. Enfin, elle a rétabli l'article 70 quater qui s'impose aux cessions majoritaires de parts sociales de SCI dont le patrimoine est soumis au droit de préemption d'être constaté par un acte reçu à la forme authentique ou par un acte sous seing privé contresigné par un avocat ou un professionnel de l'expertise comptable. Je suis persuadé à ce stade, Madame la Ministre, que nous aurons sans doute à en reparler au vu des expériences résultant de son application. Sans surprise, Madame, je peux continuer ? Sans surprise, le texte de la CMP n'est pas exactement celui voté par le Sénat en deuxième lecture. Cependant, et j'y insiste,
sur les points les plus importants des titres 3 et 4, le texte issu de la CMP soit strictement conforme au texte voté par le Sénat, soit on est suffisamment proche dans l'esprit et dans la lettre pour que nous puissions considérer qu'il respecte la volonté exprimée par notre Assemblée. Dans ces conditions, je vous invite, comme mon collègue Claude Dilain, à adopter le texte élaboré par la CMP tel qu'il sera modifié à la marge par quelques amendements techniques de coordination, en particulier avec la promulgation de la loi Métropole. Je vous remercie. Merci, Monsieur le Président. Dans la discussion générale, la parole est à Madame Cécile Duflot, ministre de l'Égalité des Territoires et du Logement. Vous avez la parole, Madame la ministre. Monsieur le Président, Monsieur le rapporteur, Monsieur le Président de la Commission, Mesdames les sénatrices, Messieurs les sénateurs, vous imaginez que c'est avec grande fierté, mais aussi avec une certaine émotion, que je me trouve aujourd'hui devant vous pour examiner le texte final du projet de loi pour l'accès au logement et un urbanisme rénové. Il y a près de 9 mois, en juin 2013, ce projet de loi a été présenté en Conseil des ministres avec une belle ambition, celle de répondre à l'attente de nos concitoyens qui rencontrent de plus en plus de difficultés à se loger. Le travail législatif a été long et passionnant. Il s'est déroulé avec le souci permanent de ne pas renier cette ambition et au contraire de chercher à y répondre pleinement. Ce travail que nous avons mené collectivement, je crois que nous pouvons en être fiers. Alors que les difficultés économiques touchent une partie importante de la population, la question du logement est de celle qui importe le plus. Avoir un toit est un besoin de première nécessité. C'est une condition de notre épanouissement, c'est un droit. Au même titre que l'emploi qui lui est lié, le logement est trop souvent aujourd'hui dans notre pays une source de souffrance, alors qu'il devrait offrir sécurité et réconfort. À travers la question du logement, c'est évidemment la question sociale qui est posée. Et nous y apportons par ce texte une réponse forte, j'en suis convaincue. Les lectures successives, ici et à l'Assemblée nationale, ont confirmé notre volonté de ne plus se satisfaire du statu quo. Elles ont amélioré, parfois ajusté, souvent enrichi les mesures proposées. Et je me félicite de la qualité de ce travail parlementaire. Il ne m'aurait pas semblé satisfaisant que le texte qui est aujourd'hui devant vous soit le même que celui qui est arrivé. C'est toute la force du travail parlementaire et de ces deux chambres. Elles ont permis aussi de faire émerger un texte sur lequel puissent s'accorder les deux chambres, comme en témoignent les conclusions de la commission mixte paritaire. Je souhaite nous en féliciter, car je suis convaincue que les réformes profondes initiées par ce texte n'auraient pas la même portée si elles ne recevaient pas l'approbation de votre Haute Assemblée. Nous pouvons donc être fiers du travail accompli ensemble, avec la conviction d'avoir bâti un texte porteur de véritables avancées sociales, avec la conviction, surtout, que les mesures actées aujourd'hui contribueront à changer la vie quotidienne de millions de Françaises et de Français, avec la conviction, enfin, que les chantiers que nous ouvrons changeront durablement le cadre du logement en France. Ce texte ne résume pas à lui seul, bien sûr, la politique menée par ce gouvernement en matière de logement. Nous n'avons pas attendu ces 9 mois de débat pour agir. Dès son arrivée, le gouvernement a pris les mesures fortes que la situation imposait. Décret d'urgence pour enrayer la hausse des loyers, mobilisation du foncier public, renforcement des obligations de production de logements sociaux, plan d'investissement en faveur du logement lancé par le Président de la République le 21 mars 2013, suivi de la loi d'habilitation du 1er juillet 2013 pour permettre au gouvernement d'agir par ordonnance. Toutes les ordonnances seront cette semaine publiées, dont la dernière que j'ai présentée à votre commission des affaires économiques il y a 2 jours. Nous n'avons pas ménagé nos efforts, mais au-delà de l'urgence, il fallait aussi lancer un vaste chantier législatif pour répondre aux questions structurelles, celles des rapports locatifs, celles de la prévention des expulsions, celles de la régulation des professions immobilières, celles de la prévention et du traitement des copropriétés dégradées et de l'habitat indigne, celle de la modernisation du logement social, celle de l'urbanisme. Il fallait en passer par la loi pour s'attaquer à des sujets qu'on osait prendre à bras-le-corps depuis de nombreuses années, de peur d'ouvrir des chantiers que l'on ne saurait refermer. Le défi, je veux bien le reconnaître, était audacieux, peut-être même et sans doute téméraire, mais nous ne pouvions pas le refuser.
Nous ne pouvions pas céder, encore une fois, à la tentation d'un immobilisme mortifère. Notre responsabilité était donc d'agir. Ce ne fut pas sans peine, ni sans doute parfois. Mais alors que nous approchons du terme de la procédure parlementaire, nous pouvons avoir la satisfaction de ne pas avoir renié notre ambition initiale, de ne pas avoir faibli face aux obstacles. Le texte présenté aujourd'hui n'a rien perdu de son ambition du premier jour. Au contraire même, il est plus riche, il est plus précis, il est tout simplement meilleur. Les mesures qu'il comporte sont justes et sont nécessaires. Bien qu'elles ne soient pas encore toutes connues du grand public, je crois qu'elles sont toutes attendues, et ce depuis trop longtemps. Elles redonneront du pouvoir d'achat, elles apporteront plus de justice et de protection. Certaines ont fait l'objet de longs débats à la hauteur des changements qu'elles proposent. Il s'agit de l'encadrement des loyers. Alors que le pouvoir d'achat des locataires a été progressivement étranglé par la hausse continue des loyers de ces dernières années, nous ne pouvions plus nous contenter de laisser le marché suivre son cours. Non, le libre jeu de l'offre et de la demande, quand il produit de l'exclusion, quand il conduit à priver des familles de logements abordables, quand il amène la ségrégation, ne doit pas être un dogme indépassable. La puissance publique ne doit pas être l'impuissant témoin des effets dévastateurs d'une économie de la pénurie. La régulation est non seulement possible, elle est indispensable. Le dispositif d'encadrement des loyers que vous avez validé le démontre. Il est possible d'interdire les excès, il est possible d'affirmer qu'on ne peut pas louer n'importe quoi à n'importe quel prix, qu'on ne peut pas profiter impunément de la captivité d'une clientèle qui n'a pas d'autre choix. Alors oui, nous allons encadrer les loyers sans sombrer dans les travers d'une économie administrée. C'est ce qui vous est proposé aujourd'hui. Il s'agit aussi de la garantie universelle des loyers. Si baisser les loyers répondra à une partie importante des difficultés, ouvrir l'accès au logement à ceux qui n'ont pas toutes les garanties exigées reste indispensable. C'est le sens de la garantie universelle des loyers. Cette idée de sécuriser les locataires en mutualisant leurs risques est à la fois évidente et révolutionnaire. Elle s'inscrit dans la continuité des précédents dispositifs, du Locapass à la GRL, qui cherchaient à lutter contre les freins dans l'accès au logement. Mais elle en est également l'aboutissement, en apportant enfin le caractère indispensable de l'universalité qui seul peut garantir l'absence de discrimination et en maximiser la mutualisation. Je le redis ici, et je pense que c'est les années qui viennent qui le démontreront, il s'agit d'une avancée sociale majeure. Pour les locataires, dont elle assurera la garantie en lieu et place d'une hypothétique caution personnelle, pour les propriétaires, dont les revenus seront sécurisés et qui seront accompagnés en cas d'impayé. Il s'agit également des mesures de protection des plus fragiles. Je pense notamment à l'allongement de la trêve hivernale, à son extension, sous le contrôle du juge, à ceux qui, sans droit ni titre, n'ont d'autre choix que la rue ou le squat. Il s'agit également de l'habitat participatif. C'est une véritable troisième voie entre la copropriété et la location qui est ouverte par l'article 22 du projet de loi. En dotant d'un véritable statut les sociétés d'habitat participatif, il permettra de libérer le potentiel immense des multiples projets qui rassemblent partout en France des personnes qui rêvent d'habiter différemment, de vivre mieux ensemble. L'habitat participatif, c'est le symbole de l'intelligence collective que nous devons retrouver, qu'il est possible de vivre avec moins mais avec plus de liens. Il s'agit également de la prévention des copropriétés dégradées et de la lutte contre l'habitat indigne. Oui, monsieur le rapporteur Dillin, ces mesures étaient très attendues et l'accueil consensuel qui leur a été réservé en témoigne. Je n'ai qu'un regret, pourquoi cela n'a pas été fait plus tôt? Parce qu'elles permettront enfin de donner à ceux qui se sentent trop souvent impuissants face à ce fléau du mal-logement des outils à la mesure du défi auquel ils font face. Je tiens à remercier ceux qui ont pavé le chemin qui a permis de vous présenter aujourd'hui ce titre 2. Je pense en particulier à Dominique Braille, dont le rapport a constitué le socle de nos propositions, mais je pense surtout à Claude Dillin, qui a porté ce texte avec la conviction de celui qui a affronté au quotidien le drame que représentent les copropriétés dégradées et l'habitat indigne. Les avancées sur ce point sont nombreuses. Elles n'ont sans doute pas été suffisamment vues. Qu'il s'agisse de l'immatriculation des copropriétés, qui permettra de mieux connaître le parc de logement, d'identifier les ensembles fragiles pour agir en amont avant qu'ils ne basculent lorsqu'il est encore temps. Qu'il s'agisse du fonds travaux, qui dotera progressivement les copropriétés des moyens financiers nécessaires pour faire face à l'imprévu qui, bien souvent, provoque le début de la spirale de la dégradation. Qu'il s'agisse des nouveaux moyens de coercition à l'encontre des marchands de sommeil qui font de la misère leur fonds de commerce et qui, à quelques-uns, gangrènent parfois des immeubles, voire des quartiers entiers.
Nous pourrons désormais agir avec la force requise en leur appliquant une astreinte de 1 000 € par jour tant qu'ils n'auront pas réalisé les travaux nécessaires, en permettant aux juges désormais de leur interdire d'acheter des logements pour les louer. Il s'agit enfin des mesures qui permettront de moderniser nos pratiques de planification, d'urbanisme et d'aménagement. Tout au long de ce texte, on aura beaucoup parlé du plan local d'urbanisme intercommunal, le PLUI, car en matière de logement, l'offre répond d'abord à une planification intelligente et stratégique des territoires. Ne l'oublions pas, ce sont bien les documents d'urbanisme dont les élus se dotent qui déterminent la qualité des politiques locales de l'habitat. En ce sens, le PLUI constituera, j'en suis certaine, une réponse à part entière à la crise du logement. Ma conviction sur ce point n'a pas changé. L'échelle intercommunale est la plus pertinente pour élaborer une planification véritablement stratégique, parce qu'elle permet à la fois de mutualiser les ingénieries et les savoirs et d'exprimer une solidarité territoriale. Mais j'ai entendu la demande forte de laisser s'exprimer les communes, de leur laisser du temps. Le compromis issu de la commission mixte paritaire fait droit à cette demande, tout en franchissant une étape décisive. Le PLU sera intercommunal, sauf si les communes estiment qu'elles ne sont pas prêtes à y venir. Dans chaque intercommunalité, il y aura des débats sur l'urbanisme, sur la meilleure manière de lutter contre l'étalement urbain, sur le potentiel de densification pour construire davantage là où sont les besoins. Avec cette loi, les élus seront dotés de meilleurs outils pour prendre une part active à la transition écologique des territoires. De l'ingénierie foncière apportée par la généralisation des établissements publics fonciers aux nouvelles modalités du droit de préemption urbain, en passant par la reconnaissance de l'ensemble des modes d'habitat, bien encadrés juridiquement. Un dernier mot sur la densité et la complexité de ce texte, qu'elle n'empêche pas de voir l'essentiel. Ce projet de loi s'attaque aux causes profondes de la crise du logement. Je sais que nous n'arriverons pas en un jour à la juguler. La loi à elle seule ne change pas tout. Mais il fallait changer la loi pour faire face enfin à nos responsabilités. C'est ce que nous avons fait. J'entends saluer ici le travail de tous les parlementaires, sans exception, y compris celles et ceux de l'opposition, dont les propositions comme les critiques, lorsqu'elles étaient formulées avec sincérité, ont contribué à aiguiser notre sagacité et notre compréhension des enjeux. Je pense notamment aux parlementaires qui ont participé au groupe de travail sur la garantie universelle des loyers, à leur rapporteur que je salue, le président Mézard, permettant de co-construire en le consolidant le dispositif proposé par le gouvernement. Je salue enfin, là aussi avec émotion et tout particulièrement, le travail et l'engagement des deux rapporteurs, Claude Dillin et Claude Bérit-Débat, ainsi bien sûr que vous, Monsieur le Président Raoul, cher Daniel, qui a témoigné tout au long de l'examen de ce texte d'une volonté sans faille et reconnue pour construire et trouver les équilibres nécessaires. Ce que nous avons construit ensemble, en sortant d'une logique de démission, en favorisant le retour de l'action d'une puissance publique qui joue pleinement son rôle, c'est une contribution sans doute modeste, mais je l'espère décisive, à la défense de notre cohésion sociale et donc au raffermissement de l'idée républicaine qui, depuis plus de 2 siècles, fonde le contrat civique et social qui nous lie. Mesdames les sénatrices, Messieurs les sénateurs, je vous remercie. Merci Madame la Ministre. Dans la suite de la discussion générale, la parole est à Monsieur Gérard César pour 15 minutes. Bonjour monsieur. Je bois un verre d'eau, oui. Monsieur le Président, Madame la Ministre, Messieurs les rapporteurs, mes chers collègues, quel bilan tirer de ce 5e texte afférent au logement et en peine 18 mois? Pour ma part, je crois que ce texte est surtout un terrible aveu d'impuissance. Je pense ici à l'impuissance du gouvernement à mettre en œuvre une véritable politique de logement dont les premiers résultats sont manifestement très décevants. Je pense aussi à l'impuissance du gouvernement à mettre en œuvre une véritable politique de la ville, comme en témoigne l'examen il y a quelques semaines du projet de loi de programmation pour la ville et la cohésion urbaine. De fait, c'est l'impuissance du gouvernement à relancer la construction de logements qui doit être dénoncée aujourd'hui. Les chiffres pour 2013 sont éloquents. 330 000
logements neufs ont été mis en chantier en France en 2013, un chiffre en repli de 4,2% comparé à 2012. Plus inquiétant encore, le nombre de permis de construire accordés pour des logements neufs a reculé de 12,60% sur la même période à 432 885 permis. Pardonnez-moi de répéter ces chiffres peu flatteurs, mais je crois qu'ils sont la source de votre frénésie législative. Votre politique publique en termes de logement est limitée par les moyens, elle sera, et elle l'est déjà, par les résultats. Première preuve et principale, le montant des subventions accordées à l'ANRU dans le projet de loi Ville, où ces moyens vont passer de 12 à 5 milliards d'euros sur des périodes pourtant identiques. Aussi, faute de moyens et de résultats en matière d'offre de logement, vous nous imposez des véhicules législatifs bavards qui ne font que masquer provisoirement les déséquilibres du marché. Pire encore, votre politique retarde les investissements lorsqu'elle ne les fait pas disparaître. Je ne m'attarderai pas sur la réforme des rapports locatifs à l'article 1er, qui témoigne d'une profonde asymétrie dans les rapports bailleurs-locataires. Par contre, l'encadrement des loyers à l'article 3 mérite qu'on s'y attarde quelques instants. La volonté d'encadrer les loyers est symptomatique de cette impuissance à développer une véritable politique de l'offre. Mais le plus dommageable n'est pas là. En plus d'un caractère éthique pour le moins contestable, je reprendrai à mon compte une observation faite en explication de vote dès la deuxième lecture par notre Assemblée, par nos collègues du groupe CRC. Pourquoi encadrer les loyers au moment où ce marché est au plus haut? Cela, bien sûr, n'a aucun sens. L'encadrement peut se comprendre en période creuse, mais dans notre cas, figer les loyers lorsque le marché est à son maximum me semble incompréhensible. D'autant que le marché était baissier pour la première fois depuis 20 ans. Sans doute que cette mesure, par la chute des investissements qu'elle induira, tuera dans l'œuf la chute des prix immobiliers que nos concitoyens attendaient. L'autre point qui est important, c'est la garantie universelle des loyers, la GUL. Nous concédons volontiers que le dispositif adopté est plus viable économiquement que le dispositif initial. Cependant, cette seconde version de la GUL sera facteur de la même déresponsabilisation que la première. Comme sa devancière, elle conduit à la création d'une agence dont on ne peut prédire à l'avance le volume. Au contraire, cette nouvelle GUL possède une différence de taille par rapport à la version originelle. Elle ne concernera pas les publics les plus fragiles, à savoir les étudiants, les apprentis et les résidents des HLM. Autrement dit, cette GUL ne couvrira pas les publics les plus exposés aux impayés. Ce revirement de la part du gouvernement doit nous faire comprendre que c'est le principe même de la garantie des loyers qui doit être contesté. En effet, soit le dispositif couvre les publics les plus fragiles et n'est pas viable économiquement, comme la première version de la GUL, soit le dispositif se limite aux bons payeurs, et dans ce cas, il n'a qu'une valeur ajoutée. Cet équilibre précaire, le gouvernement ne l'a pas trouvé. De plus, comme ça a été dit par ma collègue Elisabeth Lamure en deuxième lecture, je ne vois pas la plus-value de ce dispositif avec la garantie de loyer impayé, GLI, la garantie des risques locatifs, GRL, et les systèmes de cautionnement. Pour le plan local d'urbanisme intercommunal, je me félicite que le groupe UMP ait défendu une position claire, sans équivoque, tout au long de l'examen de ce projet de loi. Encore une fois, le groupe UMP, par sa position maintes fois répétée, n'a pas souhaité s'opposer au principe de l'élaboration au niveau intercommunal du plan local d'urbanisme. Nous y sommes favorables pour de multiples raisons, et notamment au nom de l'efficacité économique et au nom de la cohérence des politiques urbanistiques. Mais bien sûr, ce plan local d'urbanisme intercommunal doit être choisi et non subi. Il doit être basé sur le volontariat des intercommunalités. Pour ces raisons, les amendements de suppression à l'article 63, où nous avons déposé en première et deuxième lecture, ainsi qu'en commission mixte paritaire, avaient toute leur place. Pour ces raisons, nous n'acceptons pas la manière avec laquelle la majorité sénatoriale a rejeté sur notre groupe son incapacité à se faire entendre auprès du gouvernement. Par nos amendements, nous avons souhaité tirer la sonnette d'alarme et nous aurions aimé que tous nos collègues de la majorité
se rejoignent à nous pour que le Sénat, dans son ensemble, marque sa différence avec l'Assemblée nationale. Cette politique du compromis, menée par la majorité sénatoriale, n'a pas permis, in fine, de préserver les maires de ce transfert automatique de compétences. Car c'est cela qu'on leur retiendra, et ce que retiendront les maires au moment des élections. Les maires ne sont plus désormais maîtres de leurs compétences historiques, c'est-à-dire l'urbanisme. Je vais vous répondre. Vous sacrifiez l'échelon communal sur l'autel de la modernité sans aucune justification que les traditionnels arguments d'autorité. Alors oui, je le répète, le Sénat aurait dû, dès la première lecture, montrer un front commun en matière de transfert de la compétence PLU. Quel bricolage, quel marchandage! Les pourcentages variés, 45% de la population, 45% des communes. Le choix de la CMP, 25% des communes pour s'opposer, 20% représentant les populations. C'est le moins pire. C'est le moins pire. Grâce à nos rapporteurs, je tiens à leur rendre hommage. Je tiens à rendre hommage à nos rapporteurs, Claude Bérit-Débat, Claude Dillain, ici présent, sous l'autorité du président Raoul. Donc c'est le moins pire et bien sûr, comme c'est la loi, nous nous satisferons de cette position. Mais nous expliquerons pourquoi, pendant la campagne municipale, quelle était la décision justement pour le PLUI. Par nos amendements, nous avons souhaité tirer la sonnette d'alarme. Et je voudrais ajouter que par de mauvais calculs, nous nous retrouvons avec une minorité de blocage qui pourra sauter à n'importe quel moment par un simple amendement, Madame la Ministre, ou par une ordonnance. Autre déconvenu, le rétablissement de l'article 70 quater en CMP qui vise à confier la rédaction des cessions de parts de sociétés civiles immobilières aux notaires, aux avocats, mais également aux professionnels de l'expertise comptable, alors que l'exclusion des experts comptables de ce dispositif a été validée par l'autorité de la concurrence. Pour conclure, je répéterai une dernière fois que ce que la partie du texte du logement inspire à notre groupe, une volonté de dissimulation. Ce texte prévoit, en effet, de dissimuler la réalité des arbitrages budgétaires qu'a réalisé le gouvernement depuis 18 mois en matière de logement, derrière des mesures grossièrement antipropriétaires. Enfin, ce texte témoigne du peu de considération du gouvernement et de la majorité pour les prérogatives des maires, qui sont surtout les élus les plus populaires de notre système politique, ceci est reconnu par tous. Par conséquent, mon groupe et moi-même voterons contre ce texte. Je vous remercie. Merci, mon cher collègue. Dans la suite de la discussion générale, la parole est à Monsieur Vincent Delahaye pour 8 minutes. Monsieur le Président, Madame la Ministre, mes chers collègues, le projet de loi approche de son terme 8 mois après son passage en Conseil des ministres. C'est une très longue durée pour un texte qui touche à l'un des secteurs les plus importants de notre économie et pour lequel les attentes sont très fortes. Je commencerai donc par une interrogation. Alors que 2/3 des lois portées par l'actuel gouvernement sont en procédure accélérée, pourquoi le texte ALUR ne l'a-t-il pas été ? C'est une demande rare de la part des parlementaires, surtout de mon groupe. Mais cette lenteur assumée laisse penser que le logement n'est pas une priorité du gouvernement, qu'il y a bien d'autres sujets qui sont plus urgents, et c'est bien dommage. Il y a deux tiers des textes qui passent en procédure accélérée, donc c'est assez surprenant. Par ailleurs, Madame la Ministre, sur la méthode, ce texte est plutôt le résultat d'une mainmise administrative que le fruit d'une véritable concertation avec les acteurs concernés. La plupart d'entre eux s'accordent pour regretter l'absence de discussion préalable et de prise en compte de leurs demandes légitimes. Le résultat, c'est une loi injuste et une loi incompréhensible. La preuve la plus éloquente est la taille de ce projet de loi. Plus de 180 articles, plusieurs centaines de pages, 340 à l'issue de la CMP, sans compter tous les articles déjà conformes. C'est sans doute une première et peut-être le plus gros texte de la Ve République. Pour le Guinness des records, c'est sans doute bien. Pour votre ego aussi, Madame la Ministre. En revanche, je ne suis pas sûr que ce soit bon pour résoudre une crise du logement que l'on voit monter depuis quelque temps.
Je souligne régulièrement avec d'autres la complexité de notre environnement normatif et légal. J'ai proposé lors de ma campagne sénatoriale qu'à chaque fois que nous produisions une loi, nous devrions en supprimer 2. On en est malheureusement loin. Du coup, en laissant, comme vous l'avez fait, la technocratie agir, on aboutit à un texte complexe, confus et donc inefficace, alors que la politique du logement nécessite de la simplicité et de la rapidité. Les attentes sont grandissantes. 83% de nos concitoyens estiment qu'il est difficile de se loger, hausse de 5 points sur un an. Et pourtant, lorsque l'on interroge, comme je l'ai fait, l'homme de la rue sur les marchés, campagne électorale oblige et privilège du cumul des mandats, que retient-il de votre loi? En fait, pas grand-chose. Qu'en retiendront les acteurs et les investisseurs? Sûrement que le gouvernement ne répond absolument pas à la crise en cours et à venir, car le pire est devant nous, malheureusement. Sur le fond, certaines mesures d'affichage seront utiles, d'autres inutiles ou mal mises en place. La garantie universelle des loyers, le PLUI, le SCOT, tout cela va-t-il changer quelque chose? Nous regrettons une certaine forme de politisation un peu dogmatique des questions de logement. Le premier exemple que je citerai est celui de l'encadrement des loyers. Votre acharnement à vouloir tout encadrer, tout administrer a un effet très négatif. Ce n'est pas d'encadrement et de règles toujours plus strictes dont nous avons besoin, mais d'assouplissement et d'oxygène pour un secteur qui ne demande qu'à se développer. D'ailleurs, je tiens à signaler que depuis l'examen de ce texte par le Conseil des ministres, les positions économiques du gouvernement ont largement évolué. Après sa conférence de presse de janvier, le Président de la République a lancé son pacte de responsabilité qui devrait redonner de l'air aux entreprises en les libérant de certaines contraintes pour pouvoir embaucher. De la même manière, ce texte aurait pu être un pacte de responsabilité avec les propriétaires et les investisseurs de manière à mieux louer et à plus construire. Ce n'est pas le cas et nous le regrettons. Nous sommes même face à une contradiction gouvernementale qui ne s'explique pas, entre discours de confiance et loi de défiance. Concernant la garantie universelle des loyers, notre groupe était très allant sur le sujet en première lecture. Nous avons fait des propositions concrètes qui ont abouti à lancer le débat au sein de notre Assemblée. Nous nous en réjouissons. Par contre, nous regrettons la manière dont le débat s'est poursuivi et le résultat obtenu ne nous convainc pas. Sur le fond, nous estimons que la GUL va rater son départ et se rate inapplicable. Elle rate son départ car elle n'entraîne pas la suppression de la caution. C'était la condition sine qua non. C'est la caution qui est le facteur bloquant d'entrée dans un logement. L'argument constitutionnel me semble léger, car tout le monde en parle, mais personne ne le démontre. Enfin, sur la question du PLUI, qui a beaucoup animé les discussions et a été le cœur des tensions entre l'Assemblée nationale et le Sénat, le texte sorti de la CMP, finalement proche de celui du Sénat, ne nous convient pas. J'estime que le gouvernement a travaillé en début du bon sens et en dépit des élus locaux en particulier sur ces questions. Comme vous le savez, la plupart du groupe UDI s'est opposé fermement au transfert obligatoire de la compétence urbanisme aux intercommunalités. Je suis favorable à l'élaboration du PLU au niveau communautaire, mais cela doit rester de l'initiative locale. Cela doit venir d'une volonté commune des maires constituant les EPCI et ne pas être obligatoire. Ça n'est pas acceptable pour les élus. Soit vous assumez vos propositions, soit vous laissez le statu quo. Mais scléroser le système comme vous le faites est dangereux et contre-productif. Les élus, et en particulier les maires, sont inquiets. Les craintes n'ont pas faibli après les 2 lectures du texte et après la CMP. Beaucoup de maires, aujourd'hui, nous font part de leurs sentiments négatifs sur ce texte. J'ai l'impression que vous ne croyez pas en leur bonne volonté de servir l'intérêt général. J'ai l'impression que vous voulez les dessaisir d'un des trop rares leviers qui donnent de l'intérêt à l'engagement municipal. Comme je vous l'ai dit, nous avons fait du caractère obligatoire du transfert un point de blocage. Je pense que la solution trouvée est un mécanisme bloquant qui ne fait pas confiance aux élus. Avant de conclure, j'aimerais relayer les craintes qu'avait mon collègue Dubois en ouvrant ce débat il y a quelques mois, concernant les véritables enjeux de la politique de logement, à savoir la construction et la rénovation de logements. Je crains que dans ce domaine comme dans d'autres, votre gouvernement soit en échec et ne tienne pas les promesses faites aux Français. Le Président de la République s'est engagé dans la construction de 500 000 logements neufs chaque année, dont 150 000 logements sociaux. Les résultats ne sont pas là. Pour 2013, nous peinerons, comme ça a été dit tout à l'heure, à atteindre les 330 000 logements neufs.
Pire encore, le pourcentage de permis pour les constructions neuves est en chute de 15,4 %. C'est dire si les années 2014 et 2015 ne seront pas meilleures. Alors, nous pensons qu'il faut réagir et vite. Malheureusement, le texte proposé est loin de répondre à ces problématiques. En conclusion, nous aurions besoin de moins de textes, d'une vraie simplification, de faire confiance aux acteurs économiques, de les encourager. Et votre projet de loi, monstrueux par sa taille, ne répond absolument pas à tous ces objectifs. La très grande majorité du groupe UDI votera donc contre ce texte. Merci, mon cher collègue. Dans la suite de la discussion générale, la parole est à Madame Mireille Cherche pour 7 minutes. Monsieur le Président, Madame la Ministre, Messieurs les rapporteurs, Monsieur le Président de la Commission des affaires économiques, mes chers collègues. Que dire de plus qui n'aurait pas déjà été dit sur ce projet de loi après toutes ces heures de débat passionnées et passionnantes? Il faut dire que nous abordons ici une question majeure, celle du mal-logement et des politiques à mettre en œuvre pour relever ce défi. Les chiffres les plus récents ont été rendus publics le 1er février dernier dans le 19e rapport de la Fondation de l'Abbé Pierre et ils restent alarmants. 3,5 millions de personnes non ou mal logées, 5 millions de personnes en fragilité par rapport au logement, 141 500 personnes étaient sans domicile au début de l'année 2012, soit une progression de 44% par rapport à l'enquête de 2001. Les chiffres parlent d'eux-mêmes. La situation s'est encore aggravée. Il y a donc une urgence à agir. 10 années de droite au pouvoir ont fini d'offrir en pâture le droit au logement aux intérêts privés, d'autant plus fondé à intervenir que l'État s'est massivement désengagé. Cette loi était attendue et nécessaire. Nous avons, depuis le début, contribué pour notre part à proposer des pistes de réflexion et des mesures urgentes pour contribuer à ce que cette loi soit une loi utile et efficace. Avant d'entrer dans le vif du sujet, je voudrais évoquer, Monsieur le Président de la Commission des affaires économiques, la méthode. Convenons ensemble de l'intérêt de la procédure parlementaire dite normale, permettant 2 lectures dans chaque chambre. Ce temps parlementaire est nécessaire. Pourtant, si les délais ont été satisfaisants lors de l'examen en première lecture, les conditions de la seconde lecture, comme de la réunion de la commission mixte paritaire, nous laissent un goût amer. En effet, les délais d'examen ont été extrêmement rapprochés, a fortiori pour un texte de cette ampleur. Ces conditions ne nous ont pas permis de travailler dans des bonnes conditions. Pire, pour la réunion de la CMP, nous avons appris seulement 1 heure avant sa tenue que nous partirions du texte de l'Assemblée nationale concernant les titres 3 et 4. Une telle démarche aurait eu une conséquence fâcheuse, celle de faire sauter les amendements que nous avions fait ici adopter, même en seconde lecture, concernant le rétablissement du coefficient d'occupation des sols et celui supprimant le rattachement obligatoire des offices publics de l'habitat à l'échelle intercommunale. Nous regrettons donc cette façon de faire. Je veux bien admettre qu'il n'existe aucune règle écrite en la matière, mais par ces procédés, le respect le plus élémentaire du travail parlementaire a été bafoué. Sur le fond, cette loi a évolué de manière positive. Sera-t-elle pour autant suffisante? Nous ne le croyons pas. Nous souhaitions notamment une remise en cause plus importante de la loi Boutin, qui a été le point d'orgue de la politique de marchandisation, entamant la mise à mort du logement social dans sa dimension généraliste. En encadrant les loyers, cette loi envoie un signe fort, témoignant d'une volonté de régulation inédite de l'État depuis de très nombreuses années, et c'est positif. Cependant, nous regrettons que vous ayez fait le choix, Madame la Ministre, confirmé par la majorité parlementaire, de partir de l'état actuel du marché immobilier en définissant le loyer de référence au niveau médian et non au niveau du PLS, comme nous l'avions proposé. Un tel dispositif ne permettra donc pas de faire baisser les prix des loyers, sauf de ceux aujourd'hui déjà les plus élevés. Il aurait pourtant fallu viser
ces deux objectifs complémentaires, l'encadrement d'une part et la baisse des loyers d'autre part. Sur la garantie universelle des loyers, nous nous félicitons de ce premier pas vers ce que nous appelons la sécurité sociale du logement. Il aura fallu ces deux lectures pour aboutir à un dispositif opérant. Coquille vide en première lecture, nous avons aujourd'hui un cadre intéressant. Pour notre part, nous estimons avoir contribué significativement à rééquilibrer ce dispositif, initialement favorable aux seuls bailleurs, en donnant capacité à la GUL d'effacer les dettes de loyer pour des locataires plongés brusquement dans des situations très difficiles. Et nous n'avons jamais parlé ici des locataires de mauvaise foi, et nous vous remercions particulièrement, Monsieur le rapporteur, d'avoir soutenu auprès de nos collègues députés cette avancée. Sur le fond demeure le caractère non obligatoire de la GUL et sa limitation au parc privé locatif. Nous prenons donc ce dispositif comme un premier pas encourageant à poursuivre pour construire réellement une sécurité sociale du logement auquel nos concitoyens ont droit. Si cette loi marque un tournant par rapport aux politiques précédentes, nous la jugeons insuffisamment ambitieuse. De l'État régulateur, nous souhaitons en effet aller vers l'affirmation d'un État acteur, c'est-à-dire qui s'engage directement dans la construction par le rehaussement des aides à la pierre, levier prioritaire pour répondre à la crise du logement. Sur la partie urbanisme, tout d'abord, nous voulons dire que nous refusons toujours que la présence de l'État auprès des communes diminue. La RGPP, devenue MAP, aura des conséquences terribles sur l'égalité des territoires, tout comme la baisse des dotations aux collectivités. D'ailleurs, il est incompréhensible d'affirmer vouloir lutter contre l'artificialisation des sols et en même temps priver les territoires de l'assistance technique de l'État pour l'instruction des permis de construire. Nous avons par ailleurs souffert de l'examen concomitant d'ALUR avec la loi de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles. En effet, les transferts de compétences prévus par la loi ALUR ne peuvent se comprendre en dehors de la volonté de concentration des pouvoirs au niveau intercommunal ou même métropolitain qui transpire dans tous les textes de loi. Il y a donc une cohérence gouvernementale entre tous ces projets de loi dont nous ne partageons pas les tenants. Cohérence gouvernementale qui s'est illustrée, cristallisée sur la question du PLUI, qui prévoyait au départ le transfert automatique de la compétence PLU aux intercommunalités. Nous soutenons, vous le savez, le compromis porté par le Sénat permettant de rendre voix aux communes et nous remercions la constance du rapporteur Claude Bérit-Débat au cours de nos échanges souvent tendus sur ce sujet. Ainsi, la minorité de blocage instituée permet le respect des libertés communales en obligeant à une majorité de projets, ce qui nous semble plus conforme avec la vision que nous portons de construction intercommunale, reposant à la fois sur le libre consentement, mais également sur les principes de coopération plutôt que de soumission. Nous portons ce compromis pour affirmer le nécessaire respect des élus locaux, auxquels il faudra un jour cesser de faire porter le chapeau de tous les maux dont souffre l'aménagement du territoire. Ces élus sont bien au contraire les chevilles ouvrières de la cohésion nationale et sociale dans notre pays. Ils sont, de par leur proximité avec les habitants, le cœur vivant de notre République. Pour finir, et pour acter à la fois le changement de ton et les avancées portées par ce projet de loi, je dois vous dire que notre groupe votera les conclusions de la CMP. Je veux terminer en remerciant à nouveau les deux rapporteurs pour leur écoute. Nos propositions ont été comprises et, pour certaines d'entre elles, entendues. Et je vous remercie, Madame la Ministre, d'avoir su écouter, comprendre et soutenir la voix du Sénat. Merci. Dans la suite de la discussion générale, la parole est à Monsieur Pierre-Yves Collombat pour 6 minutes. Monsieur le Président, Madame la Ministre, chers collègues, je me répète, je sais, mais je continue à penser que c'est plus en construisant des logements qu'en faisant des lois qu'on mettra un terme à la crise endémique du logement en France, outre que le lancement d'un grand plan de construction de logements ne ferait pas de mal à un pays
où 0,3% de croissance est salué comme un succès. Enfin, la question n'étant pas à l'ordre du jour, cette loi facilitera au moins la mobilisation des moyens déjà disponibles et lèvera quelques obstacles à la création de nouveaux logements. Les innovations apportées par le texte ayant été largement rappelées par mes prédécesseurs à cette tribune, je me dispenserai d'en dresser de nouveau la liste, fort longue, vu l'ambition du projet de loi. À ce moment de nos débats, qui furent aussi longs que fouillés, je me contenterai d'insister sur 2 points. Premier point, cette loi a le mérite d'apporter des éléments de réponse à des questions aussi difficiles qu'essentielles, la socialisation du risque locatif à travers la garantie universelle de loyer pour faciliter la mobilisation du parc privé, la résorption de l'habitat dégradé, la transparence de la gestion des copropriétés, la rationalisation de la carte et des conditions de financement des établissements publics fonciers, outils dont l'importance n'échappe à personne. J'arrête là ma liste. Mon regret, c'est que la question pourtant essentielle du financement du logement ait été prudemment laissée de côté. Je sais, il ne faut surtout pas faire de peine aux banquiers, sortis, nous dit-on, de la crise dans laquelle ils nous ont plongés. Deuxième point, cette loi, à la différence de beaucoup d'autres, ne crée pas de nouveaux problèmes. C'est une nouveauté qui mérite d'être soulignée. Ainsi, avons-nous trouvé une solution consensuelle sur les modalités d'ouverture à la construction des zones 2NA en sommeil, réussi à concilier l'accueil de constructions, je dirais, atypiques dans des zones naturelles, tout en protégeant celles-ci d'un mitage catastrophique dans certaines communes. Surtout, les conditions mises par notre commission des affaires économiques au transfert de la compétence PLU à l'intercommunalité ne peuvent que satisfaire les élus ruraux, même dans la version issue de la CMP, qui durcit le critère population de la majorité qualifiée permettant le transfert. Je dirais même que, quelque part, la solution adoptée est meilleure. Si 75% des communes représentant 80% de la population d'une intercommunalité sont d'accord pour un PLUI, il n'y a aucune raison de les en empêcher, même si la compétence urbanisme n'est pas une compétence comme les autres, ce que j'ai défendu, ce n'est pas la voirie, ce n'est pas la collecte des ordures ménagères. Je me félicite donc que les dispositions de l'article 63 adoptées soient plus protectrices, non seulement de celles du projet de loi initial, mais même de celles existant aujourd'hui. Car on a oublié que, au terme de l'article L52-17-11 du Code général des collectivités territoriales, toute compétence, actuellement, peut être transférée à la majorité qualifiée ordinaire, c'est-à-dire à la majorité des 2/3 des communes représentant la moitié de la population, ou bien l'inverse de la moitié des communes représentant les 2/3 de la population. En effet, l'autre face de la minorité de blocage, c'est la majorité qualifiée qui lui correspond. Et l'obligation subsistant dans le texte de se prononcer sur la question du PLUI ne change rien à l'affaire. Si une majorité qualifiée de 75% des communes rassemblant 80% de la population n'est pas réunie, le transfert de compétences urbanisme n'aura pas lieu. C'est clair. J'ai donc, mes chers collègues, un peu de mal à comprendre que l'on puisse demander la suppression de l'article 63 tel qu'il sortait du Sénat ou de la CMP au motif que l'on est contre l'obligation de transfert, sauf à moins que je comprenne trop bien. Parce que les mêmes qui rejettent l'article au motif qu'il comporte le mot « obligation » réclament une minorité de blocage moins drastique. Et dans la version sponsorisée par l'AMF, 50% des communes représentant 50% de la population. Donc c'est une minorité, c'est une majorité qualifiée, finalement, moins importante que celle qui est issue de nos travaux. Et même, j'ai lu que cela rendrait quasi impossible la création du PLU. Alors, en même temps que l'on dénonce l'obligation qui n'est pas une obligation, eh bien, on se plaint qu'il y ait un blocage à la constitution des PLU. Dans le même mouvement, certains proposent même l'obligation, c'était dans l'amendement sponsorisé par l'AMF, qui est chaque année, on repose la question, etc.
Donc, je dis que c'est clairement milité pour des dispositions qui ôteraient de fait aux petites, voire aux moyennes communes des grosses intercommunalités, parce qu'il ne nous aura pas échappé que l'association qui regroupe les petites, les communes moyennes étaient contre, ou les petites villes étaient contre le texte initial, donc leur ôterait la liberté de choix de leur développement, alors même que de plus en plus de PLU sont déjà compatibles entre eux, et que la pratique du SCOT induit le sentiment de partager un destin commun. Même là où il n'y a pas de PLUI, il y a déjà les pièces d'un PLU commun. Chers collègues, puisque cela a été dit tout à l'heure, je ne doute pas effectivement que les maires s'en souviennent lors des élections sénatoriales, quand on leur aura bien expliqué ce que cela veut dire, et que, encore une fois, je comprends trop bien ce que cela veut dire que dénoncer l'obligation, qui n'est pas en fait une obligation, et en fait sponsoriser, soutenir des dispositifs qui enlèveraient la liberté véritablement de fait aux communes. Je me félicite donc du résultat obtenu, qui était loin d'être acquis. Résultat qui doit beaucoup à l'imagination et à l'opiniâtreté de nos rapporteurs et du président de la Commission des affaires économiques du Sénat, qui n'ont pas ménagé leur peine, qui doit beaucoup, je le dis, à votre courage politique, Madame la Ministre. Le groupe RDSE, à 2 abstentions près, votera donc le texte issu de la CMP. Merci, mon cher collègue. La parole est à Monsieur Joël Labbé pour 6 minutes. Monsieur le Président, Madame la Ministre, je disais messieurs les rapporteurs, mais monsieur le rapporteur, en saluant le travail des deux, chères et chers collègues, je vais aborder les deux parties, les deux corps de la loi, le logement et l'urbanisme, et puis je voudrais parler d'un petit effet collatéral qui me tient à cœur ensuite. Alors aujourd'hui, le vote de la loi ALUR est assurément un moment important pour moi, pour le groupe écologiste, mais aussi pour l'ensemble de notre Assemblée. Important parce qu'il marque l'aboutissement d'un travail colossal que vous avez, Madame la Ministre, mené avec courage, constance et efficacité, et cela en lien avec les deux assemblées qui n'ont pas non plus ménagé leur travail. S'attaquer au problème du logement et du mal-logement n'est pas une mince affaire. Cette loi était attendue, sa densité et sa cohérence sont des marqueurs du volontarisme, de la détermination que nous devons sans cesse adopter pour assumer au mieux les responsabilités qui sont les nôtres. Je citerai bien sûr quelques-unes des mesures phares de cette loi, sécurisation du parcours logement qu'apporte le rééquilibrage des relations propriétaires-bailleurs, la normalisation des relations avec les agences immobilières et l'encadrement des loyers, le refus de l'inacceptable dont témoignent les mesures de lutte contre l'habitat indigne, celles de prévention des expulsions, la prolongation de 15 jours de la trêve hivernale ou encore celle d'interdiction de logements passoires par les sociétés HLM. Et puis encore la lutte sans merci contre les pratiques inqualifiables contre les marchands de sommeil. Et surtout, bien sûr, la mise en place de la garantie universelle des loyers, celle-là même qui permettra enfin de s'extraire du cercle vicieux de la caution et des dossiers de location toujours plus intrusifs dans la vie privée et toujours plus factices, tant certains doivent faire des contorsions avec la réalité pour répondre aux exigences des bailleurs. Un dispositif progressif qui doit contribuer à sortir du cercle vicieux de la polarisation grandissante de la population habitant les grandes villes, de l'angoisse de l'impayé, de la fragilisation des locataires dont le taux d'effort devient insurmontable. Ce sont des mesures à même de répondre aux soucis quotidiens, récurrents et croissants, face à la dépense prioritaire pour le logement. Enfin, pour la partie logement, je saluerai dans le domaine de l'habitat alternatif la prise en compte de l'habitat participatif qui est maintenant inscrit dans la loi et est enfin doté d'un véritable statut juridique. Dans son volet urbanisme, cette loi clarifie l'articulation entre les documents d'urbanisme. La disposition adoptée concernant le PLU intercommunal témoigne de cette volonté d'avancer vers davantage d'intégration.
On a déjà bien évolué ces dernières années dans la limitation de l'étalement urbain, mais pas suffisamment et trop souvent d'une façon subie par les élus locaux. Le PLUI sera l'outil qui permettra un regard partagé, une réflexion partagée à l'échelle d'un territoire plus large. Cela donnera tout son sens à la densification. La limitation de l'étalement urbain va permettre de préserver véritablement les terres agricoles et naturelles et de ce fait préserver la biodiversité si indispensable et l'ensemble des ressources naturelles dont la terre dans sa vocation nourricière. Vous l'avez compris, je vais encore vous parler d'urbanisme, d'agriculture et d'alimentation. Comme l'a dit l'autre jour le président Raoult sur un ton des plus sympathiques, il y a des fois où Joël Labbé, il fait dans l'idée fixe. Et oui, j'ai même l'impression que ça ne va pas aller en s'arrangeant parce que derrière les idées fixes, il y a des convictions fortes et une forte ambition de faire bouger les choses. Nous avions adopté en seconde lecture du texte un amendement que je portais tendant à la prise en compte de l'agriculture dans les diagnostics du SCOT, adoption pertinente selon les propos même du rapporteur et le fruit d'un travail concerté entre M. Le Foll et vous-même, Madame la Ministre, comme vous l'aviez souligné très justement, et ça avait d'ailleurs, si je me souviens bien, été voté à l'unanimité. Quelle ne fut pas ma surprise de voir le texte final issu de la CMP ne pas reprendre cette proposition. Alors, vous me connaissez un peu maintenant, j'étais en colère tout seul dans mon coin. Ça m'a même un peu pourri le week-end dernier parce que je ne comprenais pas ce qui s'était passé et j'aime pas ça du tout. J'ai appelé le président de la commission, j'ai appelé le rapporteur, j'ai appelé notre super président Jean-Vincent Placé, j'ai appelé votre cabinet, Madame la Ministre. J'ai croisé le ministre de l'Agriculture, Stéphane Le Foll, lors de cette triste soirée de lundi. Triste parce que sur fond d'OGM. Bref, la semaine a commencé très mal. C'est terrible parce que je ne me voyais quand même pas ne pas voter les conclusions de la CMP d'une loi aussi essentielle, mais qui laissait de côté un aspect qui pour moi est primordial. J'avais besoin de comprendre et j'ai compris. D'ailleurs, je tiens à vous remercier aussi, Madame la Ministre, de vous être donné la peine vous-même de m'en parler en direct. Sans qu'il y ait eu aucune mauvaise volonté de qui que ce soit, c'est juste un effet collatéral dû au fait que pour la partie urbanisme, la CMP est partie du texte de l'Assemblée, ce qui est rare et exceptionnel, mais c'était ce jour-là. Bon, un dégât collatéral, ça s'oublie si on peut le réparer. Alors j'ai un engagement de toutes les parties de tout faire pour intégrer cet amendement lors de l'examen en séance de la loi d'avenir agricole. Bref, il s'agit collectivement de renouer avec notre agriculture et de lui redonner la fonction nourricière qui est la sienne. Cela dans l'intérêt du monde agricole pour que celui-ci puisse vivre décemment des fruits de son noble travail. Cela sur une terre bien vivante et féconde, libérée de l'agrochimie et préservée des OGM. C'est celle-là l'agriculture de progrès. Mettre ensemble autour de la table élus, citoyens, associatifs, agriculteurs, afin de faire un diagnostic partagé et des orientations partagées de ce que l'on souhaite, parce que la transition agricole et la révolution agricole, c'est par l'assiette qu'elle va se faire. Madame la Ministre, certains nous demandent ce que font les écologistes dans le gouvernement. Par votre engagement sur ce texte, Madame la Ministre, vous en donnez la réponse. Alors c'est avec enthousiasme qu'au nom du groupe écologiste, je voterai favorablement les conclusions de cette CMP. Merci, mon cher collègue. La parole est à Madame Marie-Noëlle Lienemann pour 9 minutes. Madame la Ministre, Monsieur le Président, Messieurs les rapporteurs, chers collègues, cette loi est importante et cette loi est née de la concertation. Large concertation en amont, large concertation du Parlement, un travail où l'initiative parlementaire a trouvé sa place. Et permettez-moi de vous dire, Monsieur Delahaye, que je ne peux pas comprendre et accepter vos réactions concernant la prétendue absence de concertation. Parce que si vos collègues Valérie Létard, si vos collègues Jarlier, si vos collègues Dubois, et même pour lequel, avec notre collègue Dubois, on avait un désaccord assez structurel et récurrent, avaient été là, ils vous auraient dit qu'à chaque étape, ils ont été partie prenante et bien, dans certains cas, de la réalisation des compromis qui ont été votés. Et par ailleurs, vous, Monsieur Delahaye, par contre, on ne vous a pas vu dans ce débat, dans vos propositions, et pourtant maire d'une commune que je connais bien, vous savez à quel point les questions de logement y sont importantes. Mais en tout cas, tel est le cas aujourd'hui.
nous avons un travail collectif qui nous permet, je crois, d'avancer. Car ce texte a deux vertus. Évidemment, il est long. Évidemment, il est complexe. Mais il a deux grands piliers. Un pilier qui produit des politiques de longue haleine, d'avenir, qui vont changer la politique du logement. Et puis, des tas de dispositions qui vont améliorer un certain nombre d'outils existants, consolider des politiques publiques et rendre efficaces parfois des choses qui n'étaient que bonnes intentions. Alors, les pistes d'avenir, elles ont déjà été longtemps expliquées. Elles vont porter des vrais progrès, ce mot qu'on oublie trop dans les périodes de crise. Premièrement, la question d'améliorer les politiques d'observation et de régulation des marchés. Moi, ce qui me fait rire, c'est que pendant des années, vous avez laissé flamber le marché, les prix ont explosé, les analyses de conjoncture montrent à quel point l'augmentation des prix de l'immobilier constitue un handicap pour la fameuse compétitivité française. Et quand on regarde les investissements qui sont captés de plus en plus vers l'immobilier et pas vers l'économie réelle, on voit à quel point tout cela est lourd de conséquences. Et maintenant, vous voudriez que brutalement les prix s'effondrent. Bref, le marché dans toute sa splendeur, c'est-à-dire spéculatif quand tout va bien et catastrophique quand tout va mal. Eh bien oui, nous sommes pour la régulation. Le prix du logement doit être adapté aux revenus des Français. Les gens qui mettent dans la pierre de l'argent doivent avoir des profits, mais des profits raisonnables, garantis, durables, de placement de bons pères de famille et pas des profits spéculatifs qui déstabilisent et l'économie et le droit au logement de nos concitoyens. Voilà la pensée qui est la nôtre. Et cette pensée, alors puisque vous parlez des modifications de la ligne politique du gouvernement, permettez-moi de vous dire qu'elle est pourtant partagée en Europe du Nord, à la fois par les sociodémocrates et les chrétiens démocrates, puisque en Europe du Nord, comme en Allemagne, on régule, on observe et on encadre dans certains cas. Et même là, le débat, Mme Merkel elle-même dit qu'il va falloir durcir l'encadrement. Et pourtant, en Allemagne, il y a plus de logements que de locataires. Donc c'est bien parce que par nature, cette économie n'est pas simplement offre et demande, qu'elle est un marché particulier, qu'il faut des outils spécifiques. Bravo Madame la Ministre, bravo au Parlement d'avoir mis sur les rails des outils qui, dans certains cas, vont peut-être s'avérer encore insuffisants. Mais en même temps, on avance en marchant. Deuxièmement, des politiques de la garantie universelle des loyers. Et moi, je l'ai dit, je ne vais pas revenir, je l'ai déjà dit 200 fois. Mais on est en train d'ouvrir une voie nouvelle du concept de sécurité sociale, qui est un concept essentiel dans le modèle républicain français. Parce qu'on garantit des risques collectivement, on socialise des risques. C'est ce qui a fondé la sécurité sociale. Et évidemment, comme la sécurité sociale, ça commence par un bout et ça finit par un droit généralisé. Alors la GUL, oui, c'est une première étape. Et moi, je suis persuadée, et là, je voudrais répondre à nos collègues de l'UMP. Vous êtes embarrassés, parce qu'avant, vous nous disiez, vous allez taxer les propriétaires, mais la GRL, elle était payante, chers collègues. Là, ça va être gratuit pour le petit propriétaire. Et ça va être facile pour lui. Il ne va pas être obligé de se faire des tas de démarches au tribunal pour obtenir la caution qu'il n'obtenait jamais, ou en tout cas 60% des cas, il n'arrivait pas à la mobiliser. Et là, il va avoir un service public gratuit qui va lui garantir qu'il va toucher le loyer. Et par ailleurs, ça n'est pas vrai que ça déresponsabilise, parce que moi, j'attends de voir que le citoyen n'ait pas peur du trésor public pour aller recouvrer les demandes de prix et de loyer qu'il n'a pas payés. S'il y a quelqu'un qui craint dans ce pays, c'est bien le trésor public. Donc je pense qu'on arrivera à un équilibre. Alors, Madame Schörch a posé une question qui, effectivement, moi, personnellement, on supprimerait la caution, je ne serais pas traumatisée du tout. J'ai toujours été pour ça. Je constate qu'entre un service public gratuit, garanti, facile et une caution aléatoire, compliquée, il me semble qu'à terme, comme je l'ai dit, la GUL gagnera sur la caution. Et si tel n'était pas le cas, eh bien là, on aurait des raisons pour que le Conseil constitutionnel ne puisse plus nous retoquer l'idée de la suppression de la caution. Après, est-ce qu'il faut mettre les HLM? Je pense qu'on change de nature de sujet. Dans le cas des HLM, on a besoin d'un fonds social. Parce que la garantie du risque, elle est prise par le système HLM, puisqu'on ne peut pas expulser quelqu'un, sauf s'il y a des raisons autres que l'impayé de loyer. Mais par contre, il faut que le bon fonctionnement des FSL, des fonds sociaux, garantisse que les organismes se trouvent en situation de pouvoir garantir cette pérennité dans des conditions tout à fait normales.
Le troisième sujet, c'est la gestion durable de nos territoires. Mon collègue Merassou parlera du PLUI. Je voudrais insister sur les sols pollués, parce que quand on dit qu'il faut produire du logement en France, un des problèmes, c'est le foncier. D'ailleurs, de ce point de vue, je pense qu'il y aura des choses à faire encore en termes financiers sur la question foncière. Mais en tout cas, le fait qu'on ait des outils nouveaux pour les sols pollués va nous permettre de faire rendre utilisables des sols aujourd'hui stérilisés, et nous en avons besoin. C'est particulièrement vrai dans les zones denses. Alors, il y a tous les nouveaux outils. Évidemment, la liste est longue et je vais plutôt lister les items. Parce que la grande question, c'était les copropriétés dégradées. Le sujet qu'on ne voulait pas voir. Et pour avoir été ministre, j'avais essayé de sortir ça. Et on n'arrivait pas. Pourquoi? Parce que au ministère de la place Vendôme, on disait le droit de propriété est intangible. Il a fallu un travail acharné de gens comme Claude Dillin, comme M. Braille et d'autres, pour qu'on arrive à dénouer, et il faut sans doute le dire, votre détermination, Madame la Ministre, et je crois quand même une certaine compréhension de votre collègue Christiane Taubira. Et donc l'ensemble de cela a permis de dénouer une situation qui était une indignité nationale, parce qu'il est vrai qu'aujourd'hui, les copros dégradés, c'est pire que les logements HLM les plus en difficulté. Donc voilà, un très bon souci. Alors, est-ce que ça suffira? C'est la même chose. On est toujours au nœud d'action extrêmement complexe, mais l'outillage est bon et il permettra un saut qualitatif, je l'espère, suffisant, mais en tout cas déterminant. Deuxièmement, les congés pour vente et les reprises. On a là tout un problème d'équilibre entre le placement financier et le droit du locataire. Mais il me semble que là, on a bien consolidé l'allongement du bail en cas de reprise, d'achat en bloc. On a bien consolidé aussi les congés frauduleux. On a bien encadré les travaux abusifs pour faire partir les gens de force. Bon, il me semble que là aussi, un effort qualitatif majeur a été franchi, comme dans la protection des locataires et des occupants les plus fragiles, l'allongement de la trêve hivernale, les conditions de déclenchement des expulsions qui peuvent être bloqués quand la commission de médiation d'Allo intervient. Bref, les HLM qui, comme on veut produire du logement, il faut que le mouvement HLM puisse jouer pleinement son rôle contracyclique. Et là, on a à la fois son rôle de syndic solidaire et à la fois son rôle de VEFA en vert, c'est-à-dire d'être un aménageur qui permet la mixité et pas être simplement le bagage accompagné d'opérations d'aménagement fait par le privé. C'est complémentaire, c'est nécessaire, c'est une économie mixte, c'est ce qui nous permettra, je l'espère, de monter encore en puissance dans la production. Alors, vous avez insisté, Madame la Ministre, et je vais terminer là-dessus. Le gouvernement n'a pas attendu cette loi pour agir. Elle s'inscrit dans une politique d'ensemble. Et cette politique d'ensemble, elle a une triple dominante. La première, produire davantage, contribuer à la relance. La deuxième, construire, louer à des prix de plus en plus abordables, c'est-à-dire conformes aux revenus de nos concitoyens. Et troisièmement, lutter contre l'indécence pour la qualité, et pas simplement en négatif, la qualité thermique, la qualité environnementale, la qualité de la mixité sociale, de la mixité urbaine. Bref, c'est un tout. Alors, on me dit, et j'entends, qu'il y aurait aujourd'hui pas de panoplie pour la relance. D'abord, ça me fait, je l'avais dit dans le débat, au fond, vous souhaitez que ça ne marche pas. Au fond, vous souhaitez que la France n'ait pas de résultats et que les problèmes s'accumulent. D'abord, vous avez tort, parce qu'aucun débat politique ne se nourrit positivement, quand on est républicain et démocrate, des grosses difficultés dans le pays. Les crises ne produisent jamais rien de bon dans les esprits, ni à gauche, ni à droite. De toute façon, c'est toujours un mauvais choix. Deuxièmement, parce que notre pays a besoin d'une classe politique qui assume son succès et pas en permanence parie sur l'échec du camp adverse pour essayer de faire sa force. Et troisièmement, parce que vous êtes toujours des envoyeurs de messages négatifs. Mais regardez les chiffres. Oh, c'était l'effondrement. Même la FNAIM, même Guy Hockey, qui n'est quand même pas un spécialiste de la politique dite hyper-gauche, encore que je ne crois pas qu'il ait de politique très marquée, mais en tout cas, qui nous prévoyait des chiffres catastrophiques, plus 4% de transactions immobilières en France aujourd'hui. Les chiffres de Guy Hockey. Donc nous sommes dans une situation où l'effondrement du marché n'a pas eu lieu. Des prix baissent, oui, vous dites pas assez. Mais s'il y en avait plus, vous direz c'est le crack immobilier. Oui, il faut faire atterrir en douceur les prix. Et ça ne peut pas être brutal parce que c'est destructeur de perte de valeur qui après a d'autres conséquences économiques. Et je terminerai sur les chiffres de la construction.
Bien sûr, et je vous l'ai déjà dit, les chiffres qu'on a aujourd'hui de la construction, c'est les dossiers qui ont été proposés de 2 ou 3 ans. Vous avez eu de bons chiffres pendant 3 ans. Comment? À coup de milliards injectés pour les produits fiscaux, d'Eurobiens, etc. Une ruine. Vous avez creusé le déficit public de la France avec quelque chose qui n'a pas permis de construire des logements à des coûts adaptés pour nos concitoyens. Vous avez mis du petit bois dans un feu qui était déjà bien développé. Et ça a flambé du côté des prix. Ça n'a pas résolu, puisque le nombre de demandeurs de logements sociaux n'a fait que s'accroître. Et aujourd'hui, on est obligé de se désintoxiquer. Il y a eu une baisse, mais l'ensemble des autres mesures qui sont prises vont pouvoir le compenser. Le logement social, on a remonté la construction de logements sociaux et par ailleurs, le logement intermédiaire, l'ordonnance est en cours. Elle permettra de prendre le relais de ces aides publiques gaspillées pour un logement inadapté en produisant du logement intermédiaire. Madame la ministre, vous avez fait beaucoup avec ces lois. Il vous reste énormément à faire pour la faire rentrer dans les actes, mais je sais votre détermination, vos capacités et le soutien du Parlement. Merci, madame. La parole est à monsieur Jean-Jacques Mirassou pour 6 minutes. Monsieur le Président, Madame la Ministre, Monsieur le Président, Monsieur le rapporteur, mes chers collègues, nous revoilà, je serais tenté de dire, mais l'expérience prouve, et c'est une expérience empirique, que la tonicité reste de mise sur un débat du reste qui justifie cette tonicité et en même temps la révélation, en quelque sorte, des convictions qui sont les nôtres. C'est donc l'occasion, puisque c'est la dernière fois que nous nous exprimons à ce sujet, de remercier à mon tour les deux Claude Berry-Debat et Claude Dillain, et également le président Raoul, qui ont su mener un travail considérable et appliqué afin de trouver des points d'équilibre et d'accord sur des sujets aussi essentiels que, d'une part, la garantie universelle des loyers et également et surtout le PLUI. Ce travail a été mené, on le comprend bien, à la fois dans notre Haute Assemblée, mais également dans la perspective de la commission mixte paritaire avec nos collègues députés. Et je serais tenté de dire que, de ce point de vue-là, l'intelligence collective a fini par prévaloir. Finalement, Madame la Ministre, nous avons abouti à un résultat que nous considérons comme positif, et j'en profite également pour vous remercier par rapport à votre qualité d'écoute et d'avoir soutenu nos choix, parce que non seulement vous nous avez écoutés, mais j'ai la faiblesse de penser que vous nous avez également entendus. Votre détermination, du reste, a été sans faille tout au long de nos débats, mais vous avez su adapter et réorienter certains aspects qui étaient des choix au départ et qui ont évolué au fur et à mesure du débat. C'est donc un exemple, mes chers collègues, constructif du travail parlementaire qui s'est concrétisé dans la concertation. Avec cette loi, c'est toute la réglementation des rapports locatifs et des professions immobilières qui est réformée donc en profondeur. Cette réglementation, faut-il le préciser à nouveau, n'avait pas été revue ni adaptée depuis très longtemps, alors que la crise du logement sévit dans notre pays, avec un chiffre paroxystique, je dirais, qui intéresse 3,5 millions de nos concitoyens qui n'ont pas ou qui ont peu de logements à leur disposition. Face à cette situation, Madame la Ministre, vous avez donc manifesté à la fois votre lucidité par rapport au diagnostic et en même temps, en corollaire, un courage politique pour être à la hauteur des enjeux. Soyez-en remerciés. D'autant que le résultat de notre débat, qui va être finalisé dans quelques instants, est à la hauteur de l'ambition affichée. Réguler, protéger, innover, tels sont les grands axes qui supportent cette loi ALUR. Réguler les loyers pour que le pouvoir d'achat des ménages ne soit pas obéré par des mensualités trop élevées, réguler l'activité des professions immobilières, réformer la loi du 6 juillet 1989 sur les rapports locatifs. C'est bien l'esprit de l'encadrement des loyers et de la garantie universelle qui contribue à améliorer l'information des locataires tout en favorisant l'accès à tous dans un logement digne et à un prix abordable, en même temps qu'elle protège les propriétaires contre les risques d'impayés. Sur la garantie universelle des loyers, je salue les travaux du Sénat, en même temps l'initiative de notre président, Daniel Raoul,
qui, en injectant en quelque sorte dans le débat le groupe de travail, a permis de débloquer les situations et de faire en sorte que nous sortions par le haut. Avec cette loi, donc, nous prolongeons la trêve hivernale, nous luttons contre la vente à la découpe, nous combattons l'habitat indigne et les marchands de sommeil, nous favorisons le logement des jeunes particulièrement exposés aux loyers élevés et enfin nous encourageons les innovations portées par les habitants comme l'habitat participatif. C'est donc dire que, contrairement à ce qui a été évoqué par un orateur précédent, cette loi n'a pas une approche technocratique, mais c'est une véritable approche politique au sens le plus noble du terme. Cette loi, Madame la Ministre, est une loi de combat contre la crise du logement et nous nous en félicitons. Autre choix politique fort porté dans ce texte, Marie-Noëlle Lienemann vient de l'évoquer, c'est de faire en sorte que la fracture qui aurait pu exister entre le rural et l'urbain soit résolue et, à travers les solutions qui vont être trouvées, permettre en quelque sorte de concilier ces deux populations et de faire en sorte que, dans un engagement que je qualifierais de citoyen, il n'y ait pas justement de citoyens à deux vitesses face à la problématique du logement, ceux qui habiteraient dans le rural et ceux qui habiteraient dans l'urbain. J'en viens maintenant, et pour conclure, au fameux article 63 dont j'avais dit à l'époque, je dis à l'époque parce qu'il y a un moment qu'on en discute, qui faisait couler beaucoup d'encre, beaucoup de salive, et en même temps qu'il engageait aussi beaucoup d'énergie. La conviction qui a été la nôtre dès le départ, partagée par tous les rangs qui sont ici du côté gauche de l'hémicycle, c'est qu'un mécanisme contraignant et autoritaire de transfert de la compétence du PLU aurait été non seulement contraire au principe de la libre administration des collectivités, mais en même temps n'aurait pas fonctionné. La compétence des maires et des communes s'exprime notamment au travers de la compétence essentielle qui est celle de l'urbanisme. Alors, tout à l'heure, notre collègue César a manifesté une fois de plus sa réticence, je dirais, à constater l'évidence, mon cher Gérard. Et de ce fait, comme une moule cramponnée à son rocher, vous êtes là toujours sur ce fameux article 63 en le désignant comme la cible privilégiée, quitte à négliger la plus parfaite évidente, comme l'a démontré tout à l'heure notre collègue Colomba, parce que si vous n'accédez pas, dans un moment de lucidité que j'appelle encore de mes voeux, à votre mobilisation sur cet article-là, eh bien, vous prendriez le risque de revenir à la situation initiale, c'est-à-dire une application mécanique du PLU, dans un degré un peu moins grave au 45-45, ou dans un degré complètement pire, rayer l'article 63 et revenir, comme l'a dit tout à l'heure Pierre-Yves Collombat, sur la majorité qualifiée. Donc incontestablement, ce qui est le fruit de la commission mixte paritaire est une avancée considérable par rapport à ce qui était le moindre mal. Oui, mais vous le dites en négatif et moi j'essaie de le dire en positif. Pour conclure, mon cher collègue. Donc, pour conclure, parce que je sens que ça commence à se manifester, je réveille un peu l'hémicycle, comme j'ai eu l'occasion de le dire, l'intercommunalité, et vous serez d'accord avec moi, c'est se donner les moyens de faire ensemble ce que l'on ne peut pas faire seul. Oui, mais pas à n'importe quel prix. Et je reviens sur ma formule, l'intercommunalité, oui, la supracommunalité, non. Et donc, si transfert il se fera sur la base d'une concertation basée sur le volontariat. C'est la raison pour laquelle je me félicite encore une fois, peut-être là plus qu'ailleurs, sur ce qu'a entraîné la commission mixte paritaire. Et donc, nous serons tranquillement sur nos 25-20. Et je pense que les réactions de ceux qui sont les plus concernés, je veux parler des maires qui se sont exprimés sur ce dossier, ne semblent pas complètement hostiles, loin s'en faut, à cette solution. Donc, n'en faites pas, mes chers collègues, un objet de campagne, parce que vous vous tromperez à la fois sur le fond et sur la forme. En tout cas, en ce qui nous concerne, nous choisirons délibérément d'assurer la promotion de ce que nous considérons comme une avancée. Ce texte répond aux inquiétudes exprimées par les élus locaux et aux attentes. Le débat que nous avons mené traduit bien le rôle déterminant de notre Assemblée, parce que nous avons encore une fois la faiblesse de penser que ce résultat est bon. Le compromis qui est sur le point d'être finalisé dans quelques instants est largement inspiré par ce qui fait l'essence de notre travail, c'est-à-dire la défense de l'intérêt
des élus locaux. Je conclus, Monsieur le Président, en vous disant, mes chers collègues, que nous sommes très fiers de ce texte que nous avons porté depuis le départ. C'est la raison pour laquelle nous le voterons avec enthousiasme, à plus forte raison, parce qu'il est fidèle aux engagements du Président de la République, qui a fait de ce thème une cause nationale à laquelle vous ne semblez pas adhérer. Je vous remercie, mes chers collègues. Merci. Donc la discussion générale est close. Je vous rappelle, mes chers collègues, qu'en application de l'article 42, alinéa 12 du règlement, le Sénat examinant après l'Assemblée nationale le texte élaboré par la commission mixte paritaire, il se prononce par un seul vote sur l'ensemble du texte en ne retenant que les amendements présentés ou acceptés par le gouvernement. Nous passons donc, Madame la Ministre, à la présentation des divers amendements sur les divers articles qui sont soumis à discussion. Monsieur le Président, je vous présente donc 12 amendements du gouvernement qui sont exclusivement des amendements parfaitement techniques, 3 amendements rédactionnels, le 8, le 11 et le 7, 4 amendements de coordination interne au texte, le 10, le 12, le 9 et le 6, 2 amendements qui lèvent des gages, le 2 et le 3, et un amendement de coordination avec la loi Conso, l'amendement numéro 1, un amendement de coordination avec la loi Artisanat-Commerce, le numéro 4, et un amendement qui met en place des dispositions transitoires qui avaient été oubliées, l'amendement numéro 5. Donc ce sont exclusivement des amendements techniques apportés au texte à l'issue de la CMP avec une relecture juridique attentive. Merci, Madame la Ministre. Avis de la Commission sur l'ensemble de ces amendements. La Commission a donné un avis favorable, Monsieur le Président. Merci, mes chers collègues. Conformément à l'article 42, alinéa 12 du règlement, je vais mettre aux voix l'ensemble du projet de loi dans la rédaction résultant du texte élaboré par la commission mixte paritaire, modifié par les amendements qui viennent d'être présentés du gouvernement. Y a-t-il des explications de vote? Je n'en vois pas. Non. On vote le texte complet. Je suis saisi de 2 demandes de scrutin public par le groupe socialiste et le groupe UMP sur l'ensemble des conclusions de la CMP modifiées par amendement du gouvernement. Ah pardon, excusez-moi, je ne l'ai pas vu, mes chers collègues. Vous avez la parole. Monsieur le Président, merci. Je voulais tout simplement venir en complément des explications de vote déjà faites par notre collègue excellemment Gérard César. Je voterai bien évidemment comme mon groupe contre ce texte, mais je voulais rajouter un point d'explication de vote. C'est la nouvelle rédaction de l'article 1861 du Code civil qui va poser plusieurs types de difficultés. D'abord, le dispositif adopté par la CMP est inutile car les cessions de parts, leur cession de la majorité des parts d'une SCI sont déjà intégrées dans le champ d'application du droit de préemption et elles font nécessairement l'objet d'une déclaration d'intention d'aliéner en vertu de l'article L. 213-2 du Code de l'urbanisme. Plus encore, le texte adopté par la CMP aboutit à introduire dans le Code civil une disposition dépourvue de sens, de ce fait inapplicable et probablement, je le dis mes chers collègues, entachée d'inconstitutionnalité pour défaut d'intelligibilité. Parce que cette disposition paraît supposer que les professionnels de l'expertise comptable pourraient contresigner des actes sous seing privé de cession de parts sociales dans les conditions prévues au chapitre 1er bis du titre 2 de la loi du 31 décembre 1971 modifiée. Or, ce chapitre régit exclusivement l'acte contresigné par un avocat. C'est donc inapplicable aux experts comptables. L'exercice professionnel des experts comptables est régi, lui, d'ailleurs, par l'ordonnance du 19 septembre 1945. Enfin, la disposition est manifestement génératrice d'insécurité juridique. Les experts comptables, je rappelle, ont une formation comptable. La grande majorité d'entre eux n'ont suivi aucune formation en droit. Ils ne sont autorisés à exercer une activité de consultation juridique et de rédaction de sous-seing privé qu'à titre d'accessoire direct de leur activité comptable principale. Évidemment, mes chers collègues, une cession de parts sociales de SCI, c'est jamais l'accessoire d'une prestation comptable. Alors la CMP a induit en erreur les justiciables en plaçant au même niveau les actes dressés par des professionnels du droit et l'acte rédigé avec le concours d'un expert comptable agissant à titre accessoire. C'est quand même très grave parce que moi je rappelle que le législateur en 2011
a inscrit dans la loi, aux côtés de l'acte authentique, l'acte sous seing privé contresigné par avocat, et en le dotant d'une façon probante. Les experts comptables, naturellement, logiquement, ils ont été exclus du champ d'application de cette réforme. Alors, franchement, s'agissant de cet article 70 quater, les conclusions de la CMP ne sont pas acceptables. On ne peut pas en rester là, et ça ne fait que renforcer, bien évidemment, ma détermination à voter contre ce texte dans lequel je ne me retrouve pas. Merci. Je ne vois pas d'autres explications de vote. Madame la ministre, si vous le souhaitez. Oui, je voudrais simplement indiquer sur ce point, parce que pour ceux qui ont assisté au débat, que la position du gouvernement a toujours été d'accorder beaucoup de vigilance à cet amendement qui a été fortement défendu par certains, mais de toute façon, il intervient dans le cadre de la réforme du droit de préemption. Et donc ce travail devra se poursuivre avec l'ensemble des professionnels concernés, parce que l'objectif, c'est d'atteindre l'objectif qui est poursuivi, de mieux contrôler les marchands de sommeil. C'est bien ça fondamentalement l'idée. Ça n'est pas de changer la hiérarchie d'intervention tel ou tel professionnel. Donc c'est la position des parlementaires, mais nous sommes néanmoins conscients que l'objectif poursuivi, s'il doit être atteint, pourra nécessiter la poursuite de ce travail qui pourra se faire là aussi dans un cadre parlementaire, et qu'il ne faut pas créer de bataille d'Hernani autour de l'article 70 quater à ce stade. Je le dis pour dire qu'il s'agit d'une disposition adoptée par la commission mixte paritaire et par l'ensemble des travaux, qui n'a pas fait l'objet du même traitement à l'Assemblée et au Sénat, et que la question à la fois de la réforme du droit de préemption et de la lutte contre les marchands de sommeil est un objectif qui, je crois, est partagé par tous. Merci. Je suis donc saisi de deux demandes de scrutin public par le groupe socialiste et par le groupe UMP sur l'ensemble des conclusions de la CMP modifiées par les amendements du gouvernement. Il va être procédé au scrutin public dans les conditions fixées par l'article 56 du règlement. Le scrutin sera ouvert dans quelques instants. Le scrutin est ouvert. Le scrutin est clos. D'accord.
Résultat du scrutin numéro 150 sur l'ensemble des conclusions de la commission mixte paritaire sur le projet de loi pour l'accès au logement et à un urbanisme rénové. Nombre de votants 345, nombre de suffrages exprimés 340. Pour l'adoption 176 contre 164. Le Sénat a donc définitivement adopté le projet de loi pour l'accès au logement et un urbanisme rénové. Voilà donc pour les conclusions de la commission mixte paritaire sur le projet de loi sur le logement et l'urbanisme rénové, texte qui vient donc d'être voté par le Sénat, un texte très important puisque le texte de Cécile Duflot instaure l'encadrement des loyers en zone tendue, la garantie universelle des loyers ainsi que la mise en place de plans locaux d'urbanisme intercommunaux. Vous pouvez bien sûr toujours voir et revoir toutes les séances sur notre site sur publicsénat.fr. Prochain rendez-vous de l'actualité parlementaire cet après-midi à 15 h pour les questions d'actualité au gouvernement présentées par Perrine Tarnot. Très bonne journée sur les chaînes parlementaires.